Voici une histoire d'hommes et de chiens qui bravent l'hiver glacial de l'Alaska pour sauver des vies. Beaucoup de questions restent sans réponse, mais les histoires ont tendance à se bonifier avec le temps. Une ville menacée par une terrible épidémie et coupée du reste du monde. Une course contre la montre s'engage dans des conditions extrêmes. La presse va saluer le courage d'un homme et de son chien. Mais n'occulte-t-elle pas les véritables héros de l'histoire? Peu à peu, cette histoire est passée du fait divers au mythe. Nous sommes en septembre 1924 à Nome, une petite ville de la côte ouest de l'Alaska, aux États-Unis. Un garçon de 4 ans se plaint d'un mal de gorge. 4 jours plus tard, il meurt. Un autre enfant décède dans les semaines qui suivent. À Nome, près du cercle polaire, la mort d'un enfant n'a malheureusement rien d'exceptionnel. La vie reprend vite le dessus. Personne n'établit de lien entre les deux décès. Nome se prépare à vivre un nouvel hiver long et rigoureux qui va couper la ville du monde extérieur. Au début du XXe siècle, l'Alaska est encore un territoire sauvage. Les peuples autochtones constituent l'essentiel de la population. La péninsule de Seward, située au nord-ouest, est bordée de villages esquimaux. Nome est située au sud de cette péninsule, sur la mer de Bering, à 350 km de la Sibérie. Les premiers pionniers américains y arrivent en 1898. Nome est un endroit magique. Nome est une petite ville. Une petite ville qui, à cette époque, a eu plus d'importance qu'aucune autre dans l'histoire des États-Unis. J'adorerais pouvoir remonter le temps et aller à Nome en 1899 sur Front Street. On venait de découvrir de l'or sur la plage. Dès que les premières pépites ont quitté la ville, la nouvelle s'est répandue. Les médias ont propagé la nouvelle. Il y avait des pépites d'or sur la plage. Et tout le village avait fait fortune. Ça a été la ruée. Nome a connu la dernière grande ruée vers l'or. Les gens sont arrivés en masse. L'argent coule à flot à Nome. La petite ville devient célèbre. Il y a eu jusqu'à 20 000 habitants à Nome. C'était la jungle. Tous les bons coins étaient occupés. Quand mon père est arrivé, il n'y avait presque plus rien. Il n'a jamais trouvé le bon filon. La ruée vers l'or s'arrête aussi vite qu'elle a commencé. À l'automne 1900, de nombreux chercheurs d'or embarquent sur le dernier navire en partance de Nome avant l'hiver. Ceux qui restent vont découvrir le froid arctique. Ah, l'hiver. Il durait 7 mois.
Plus aucun bateau ne circulait parce que la mer de Bering et les fleuves étaient gelés. On raconte qu'au printemps, les fleuves charriaient des centaines de cadavres. C'étaient des mineurs qui n'étaient pas prêts à affronter l'hiver et qui avaient tenté de piller des Esquimaux. Quand on met un groupe d'hommes sans le sou dans un endroit comme celui-là, où seuls les peuples autochtones savent survivre, ça ne peut que dégénérer. L'année 1925 débute comme toutes les autres. Curtis Welch est le seul médecin de Nome. Il est installé au-dessus de la banque, sur Front Street. Le docteur Welch m'a mis au monde. C'était un petit homme qui buvait beaucoup, comme tout le monde à Nome à l'époque. 18 janvier 1925. Le docteur Welch et Lula, sa femme, reviennent sur les décès d'enfants à l'automne précédent. Il y a eu de nouveaux cas et ils se posent des questions. La petite Margaret Hyde, âgée de 6 ans, est tombée malade à Noël et décédée 3 jours plus tard. Un 4e enfant est mort dans les jours qui ont suivi. C'était un bébé du nom de Billy Barnett. Le docteur Welch avait diagnostiqué une angine dans les 4 cas. Mais était-ce le bon diagnostic? Durant 3 jours, le docteur et sa femme gardent leurs doutes pour eux. Puis l'infirmière signale un 5e cas. Une fillette esquimaude est gravement malade. Malgré le froid glacial, le docteur se rend aussitôt à son chevet. Les Esquimaux de Nome vivent sur une presqu'île, en dehors de la ville. Beaucoup ont troqué leur igloo traditionnel contre une cabane en bois. Le docteur Welch entre dans la cabane. Une pièce unique, très simple, où vit toute la famille. Il comprend vite que ses craintes sont fondées. De retour à son cabinet sur Front Street, il réunit le conseil municipal à qui il annonce que la ville est frappée par une épidémie de diphtérie. C'est une maladie des voies respiratoires très contagieuse. Forte fièvre, gorge irritée, on a du mal à respirer, à avaler. En ce début de XXe siècle, la diphtérie tue encore beaucoup d'enfants. La durée d'incubation n'est que de 2 à 4 jours. Il n'y a aucun moyen de savoir si on couve la maladie. Le seul traitement connu est l'administration d'un sérum qui contient une antitoxine d'origine équine. Le docteur Welch a vérifié son stock de sérum. Il avait tout juste de quoi traiter quelques patients. Mais surtout, le sérum du docteur Welch est périmé depuis 5 ans. Autrement dit, il est inutilisable. C'était la panique, il fallait qu'il trouve une solution. Le sort de la ville repose sur les épaules de Welch.
il décide d'envoyer un télégramme à l'Agence fédérale de la santé publique à Washington. L'agence prend le problème très au sérieux. Le 22 janvier, au lendemain de la réunion de crise, on déclare Nome en quarantaine. La ville a été mise en quarantaine. Tout a été fermé. Les bibliothèques, les écoles. Beaucoup d'Esquimaux sont rentrés dans leur village. On n'avait pas le droit de sortir de chez soi, ni de recevoir de visiteurs. On était extrêmement prudents. On avait très peur. Ma sœur et moi, chaque fois qu'on arrivait devant une maison mise en quarantaine, avec une affiche rouge sur la porte, on retenait notre respiration et on passait vite notre chemin. George Maynard est maire de Nome et rédacteur en chef de la gazette locale The Nome Nugget, la pépite de Nome. Il met la diphtérie à la une. Les habitants s'affolent et prennent l'hôpital d'assaut. Certains présentent des symptômes, mais d'autres ont juste peur. Toutefois, le plus angoissé de tous est le docteur Welch lui-même. Il a étudié la médecine à Yale, sur la côte est des États-Unis, avant de partir pour l'Ouest sauvage. Il s'est installé à Nome il y a 6 ans. Qu'est-ce qu'un médecin comme lui vient faire à Nome? Est-ce un bon médecin? On se posait des questions. Les États-Unis, comme le reste du monde, sortaient tout juste d'une pandémie. Et voici qu'une nouvelle épidémie se présentait. Tout reposait sur ses épaules. Et il se reprochait de ne pas avoir reconnu les premiers signes de l'épidémie. Au 3e jour de l'épidémie, il y a 6 nouveaux cas de diphtérie. C'est l'hiver et la ville est coupée du reste du monde. Elle doit prendre son mal en patience. En désespoir de cause, le docteur Welch décide de tester le sérum périmé sur une patiente esquimaude. Quelle efficacité le sérum peut-il encore avoir? Et la patiente, va-t-elle le supporter? Ce genre d'expérience n'est pas sans danger. Mais dans les années 1920, les peuples autochtones d'Alaska sont encore considérés comme des citoyens de seconde zone. Il y a une ségrégation raciale à Nome dans les années 1920. Les écoles, les bars, les restaurants sont séparés. À une certaine époque, les peuples autochtones ne sont même pas autorisés à vivre en ville. Ça semble préférable pour des raisons sanitaires. Si le sérum est efficace chez la patiente esquimaude, Welch pourra utiliser son stock. Mais il devra patienter plusieurs jours avant de le savoir. Et en attendant, il risque d'y avoir de nouveaux cas. Des nouvelles arrivent le 5e jour. Les autorités ont trouvé une réserve d'antitoxines à Anchorage, à 1600 km de Nome. Le stock n'est pas très important, mais pourrait permettre de contenir l'épidémie en attendant qu'on trouve davantage de sérum. Mais comment transporter ce sérum jusqu'à Nome?
À l'ouest, l'accès est coupé car la mer de Bering est prise dans les glaces. À l'est, une épaisse couche de neige recouvre les vastes étendues de l'Alaska et la température descend bien en dessous de zéro. Qui se risquerait à faire des centaines de kilomètres dans ces conditions? La situation semble désespérée. C'est à Scott Seaborn, le gouverneur de l'Alaska, qu'il revient de régler la crise. Scott Seaborn fait partie des gouverneurs qui font la promotion de leur territoire. C'est autant un administrateur qu'un représentant de commerce. Bonn est responsable de la santé publique. Mais le sérum peut-il être livré à Nome à temps? Il n'y a que deux moyens d'acheminer le sérum jusqu'à Nome, par avion ou avec des chiens de traîneau. L'aviation est encore balbutiante dans les années 1920. D'anciens pilotes de la Première Guerre mondiale exécutent des numéros de voltige un peu partout dans le pays. Mais ces acrobaties n'ont rien à voir avec une expédition en Alaska, en plein hiver. Peu de pilotes sont prêts à tenter l'aventure. Toutefois, une compagnie aérienne vient de s'ouvrir à Fairbanks, au centre de l'Alaska. L'un des associés est William Fentress Thompson, qui est également rédacteur en chef d'un journal local. Dès qu'il entend parler de la crise sanitaire, il fait sortir un avion du hangar. Mais il a besoin de l'aval des autorités. Thompson avait tendance à exagérer et à être trop sûr de lui. Et puis c'était un promoteur infatigable de l'aviation de Fairbanks. Pour lui, l'avion était l'avenir. La ruée vers l'or était terminée, on était entré dans les années folles. Il fallait moderniser l'Alaska. Thompson prétend pouvoir livrer le sérum à Nome en 2 jours seulement. Mais les autorités hésitent. L'histoire encore très jeune de l'aviation en Alaska est émaillée d'accidents. Sans compter que personne n'a encore osé traverser l'intérieur des terres en plein hiver. L'entreprise paraît très risquée. Imaginez un appareil avec un poste de pilotage ouvert volant par moins 45 degrés au sol. C'était une entreprise hasardeuse. Les instruments étaient très limités. Les pilotes avaient un compas et des lunettes de protection. Les journées étaient courtes. Le froid pouvait transformer le carburant en gelée. Les appareils étaient construits avec du bois, du tissu et des cordes de piano. En gros, c'était des traîneaux avec des ailes et un gros moteur devant. Qu'est-ce qui motivait Thompson? C'est difficile à dire. Voulait-il jouer les héros? Avait-il foi en la nouvelle technologie qu'était l'avion? La compagnie aérienne de Fairbanks voulait livrer le courrier le long du fleuve Yukon jusqu'à Nome. L'hiver, il était encore livré par traîneau à chiens. C'était un gros contrat et la concurrence était rude. Les traîneaux à chiens étaient un mode de transport fiable. Mais combien de temps cela allait-il prendre? Il fallait 30 jours pour acheminer le courrier. Les chiens faisaient 50 km par jour, puis ils s'arrêtaient et passaient la nuit dans un chenil. Le temps presse. L'avion a pour lui l'avantage de la vitesse. Mais Bonn n'a pas confiance. Pour lui, Thompson n'est qu'un importun et un irresponsable. Scott Seaborn choisit la solution la plus sûre, les traîneaux à chiens.
Déjà 6 jours que l'épidémie de diphtérie a été déclarée. À Nome, chaque heure compte. Le transport du sérum s'organise. Les doses d'antitoxines seront acheminées par train jusqu'au village de Nenana, près de Fairbanks. De là, elles seront transportées par traîneau à chiens jusqu'à Nome. Scott Sibon a imaginé une course de relais d'1100 km le long de la route postale. Il va falloir coordonner de nombreux équipages et éviter qu'ils ne se perdent dans les étendues sauvages de l'Alaska. La logistique de la course est un défi en soi, d'autant que le télégraphe est quasiment le seul moyen de communication. Les équipages courront nuit et jour sans pause. Il suffit que l'un d'eux ne soit pas au rendez-vous pour que la chaîne soit rompue et que la mission échoue. Le premier conducteur d'attelage, ou musher, doit réceptionner le sérum à la gare de Nenana. La route postale part de Nenana en direction de l'ouest. Elle suit la rivière Tanana, puis le fleuve Yukon jusqu'à la mer. Elle remonte ensuite le long du détroit de Norton jusqu'à Nome. À Anchorage, le signal du départ est donné. Le sérum a été soigneusement emballé. S'il gèle, il perdra son efficacité. Il est confié à un contrôleur qui monte à bord du train express pour Nenana. Ils ont versé le sérum dans des flacons en verre et les ont enveloppés dans une couverture isolante pour éviter à tout prix qu'il gèle. À Fairbanks, William Fentress Thompson reste convaincu que l'avion aurait été plus efficace et le fait savoir à ses lecteurs. Le gouverneur a pris le commandement des opérations et décidé de transporter l'antitoxine par traîneau à chiens jusqu'à Nome. Fairbanks est censé rester les bras croisés à regarder les bébés de Nome et leurs parents, pionniers en Alaska, succomber à la pire des morts. Fairbanks reste prête à intervenir avec ses avions et ses pilotes pour diviser le temps d'attente de Nome par 2, si les autorités venaient à changer d'avis. Le train arrive à Nenana le 27 janvier 1925 à 21 h. À l'intérieur des terres, le froid bat des records. William Shannon attend à la gare. C'est le premier musher de la course de relais. Il achemine parfois le courrier. On le surnomme Wild Bill. C'est un buveur invétéré. Comme tous les autres mushers, il s'apprête à courir contre la montre dans les étendues glacées de l'Alaska au péril de sa vie. Mais il connaît l'enjeu de la course. Le précieux paquet pèse 9 kilos. Wild Bill le fixe solidement à son traîneau, puis disparaît dans la nuit avec ses chiens. À Nome, la population vit dans l'attente et espère un miracle. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Le docteur Welch a diagnostiqué 2 nouveaux cas de diphtérie. À l'aube, le musher Leonard Sepala s'apprête à quitter la ville. Il doit suivre la route postale jusqu'au village de Nulato,
où l'attendra le dernier musher en provenance de l'Est. Dès que Seppala aura réceptionné le sérum, il fera demi-tour et rentrera à Nome. Longueur totale du parcours, 970 km. Mais Léonard Seppala et Togo, son chien de tête, forment la meilleure équipe de toute la région. Le matin du 28 janvier, Mark Summers, le directeur de la mine d'or, appelle Léonard Seppala chez lui, dans sa cabane de Little Creek, en dehors de la ville, et lui dit de préparer ses chiens. Léonard Seppala est originaire de Norvège. Il travaille comme musher pour la mine d'or Ammon Consolidated. Il a remporté plusieurs courses de traîneau à chiens. On dit qu'il a un tempérament de battant. Depuis la ruée vers l'or, plusieurs courses de traîneaux sont organisées chaque année. La plus célèbre est la All Alaska Sweepstakes. Léonard Seppala l'a remportée 3 fois d'affilée. Seppala s'est vite fait un nom dans la région. C'était une célébrité. Les gens pariaient de grosses sommes sur lui et ça leur rapportait souvent beaucoup. Il était petit. C'était un atout pour un musher. Léonard Seppala aimait beaucoup la compétition et la lumière des projecteurs. Il était capable de marcher sur les mains sur plusieurs dizaines de mètres pour amuser les enfants. J'étais tout petit, mais je savais qui il était. Je l'avais vu avec ses chiens. Ce sont de drôles de bêtes, très endurantes. Léonard Seppala avait des huskies de Sibérie. Les gens les appelaient les rats de Sibérie parce qu'ils étaient tout petits comparés aux malamutes de 70 kilos qui tiraient les gros traîneaux. Pour la course au sérum, Léonard Seppala attelle ses meilleurs chiens avec à leur tête son fidèle Togo. Il doit parcourir la plus longue étape de la course. Au même moment, Wild Bill fait route vers l'ouest. Il vient de passer une nuit de cauchemar. La rive basse du Yukon est l'un des endroits les plus froids de l'hémisphère nord, plus glacial encore que l'Arctique. Cette nuit, les températures ont chuté à moins 48 degrés. Le froid était insoutenable. À de telles températures, les animaux se terrent. Plus rien ne bouge, à part peut-être un vieux corbeau de temps en temps, mais c'est tout. Tout est silencieux et l'air est pur, mais un ennemi rôde. Si on laisse le vent s'infiltrer par son manteau ou par ses bottes, on est fini. Ce froid terrible a fait des victimes. Quand Wild Bill remet sa précieuse cargaison au musher suivant, il n'a plus que 6 chiens. 3 sont morts au cours de la nuit. À Nome, la petite patiente esquimaude qui a reçu une dose de sérum périmé se porte mieux. Mais dans l'ensemble, la situation se dégrade. En 2 jours seulement, 5 nouveaux cas probables de diphtérie se sont déclarés. Le docteur Welch reste à l'hôpital, tandis qu'Emily Morgan, l'infirmière, se rend sur la presqu'île des Esquimaux.
Équipée d'une lampe de poche et d'un sac de bonbons, elle examine les enfants à la recherche de nouveaux cas de diphtérie. Dans une cabane, elle est témoin d'une scène déchirante. Un père construit un petit cercueil pour sa fille décédée. Voyant que la situation s'aggrave, George Maynard, le maire de Nome, envoie une dépêche aux agences de presse. Il y a de nouveaux cas tous les jours et nous n'avons qu'un seul médecin, écrit-il. Sa dépêche est aussitôt reprise par des dizaines de journaux. Le maire de Nome envoie une dépêche assez factuelle qui dit en résumé « Il y a une menace. On a besoin de sérum. » Une course de traîneau est organisée du point A au point B. Mais quand sa dépêche arrive dans le reste des États-Unis, les médias s'en emparent. La course contre la montre est un thème accrocheur. Et en plus, ça se passe en Alaska, une région qui fait rêver. Pas étonnant qu'ils en aient fait un événement majeur. Il s'agit d'Américains ordinaires qui ont simplement décidé de tenter leur chance en Alaska pour une raison ou pour une autre. Et ces personnes sont maintenant en danger. Mais ce ne sont pas de simples individus qui se sont mis en danger tout seuls. Ce sont des acteurs de l'histoire américaine, un des symboles de cette conquête perpétuelle de nouveaux territoires. Maynard décrit aussi que de nombreux Esquimaux sont touchés et que lors des épidémies précédentes, ils se sont révélés très sensibles aux maladies frappant la race blanche. Chaque nouvelle vague d'immigration a apporté son lot de maladies jusqu'alors inconnues en Alaska. Cela a provoqué des épidémies faisant de nombreux morts parmi les populations autochtones. Des villages entiers ont succombé. Variole, coqueluche, les épidémies se sont succédées. La dernière épidémie qui a frappé Nome remonte à 7 ans. La fameuse grippe espagnole qui a fait plus de 50 millions de morts dans le monde en 1918 n'a pas épargné la péninsule de Seward. Beaucoup de gens sont morts, dont mon oncle maternel et sa femme, ses 2 belles-sœurs et leur mari. Les Blancs les ont mis sur un traîneau à chiens et sont allés les enterrer sur la plage. En 1918, la plupart des Esquimaux de la péninsule sont morts avant que les journaux ne signalent l'arrivée de la grippe chez nous. On a fait l'autruche et ensuite, il était trop tard. En 1925, la nouvelle de la course au sérum se répand rapidement le long de la ligne de télégraphe qui suit le Yukon. La plupart des mushers qui vont participer à la course, au péril de leur vie, sont de jeunes hommes métis ou esquimaux. Ils sont originaires des tribus Koyukon, ou de celles vivant sur le Yukon. Ils sont habitués aux rudes hivers de l'Alaska. C'étaient des durs. Ils avaient une vie très difficile. Dans les villages, le taux de mortalité était élevé à cause du manque de nourriture. C'étaient des hommes sur qui on pouvait compter.
Ils étaient très modestes. C'était dans leur culture. Chez les Athabascans, on dit qu'il vaut mieux garder la tête rentrée dans les épaules si on ne veut pas se la faire couper. Les hommes faisaient leur devoir sans le crier sur les toits. Wild Bill passe le sérum à Edgar Callens, un jeune de 20 ans qui transporte parfois le courrier. Callens va l'acheminer jusqu'à Manly Hot Springs, à 50 km de là. Le même jour, Johnny Folger réceptionne le sérum à Fish Lake. À la nuit tombée, il le passe à Sam Joseph, qui appartient à une tribu guerrière des environs. Harry Pitka prend le relais à partir de Cochrines. Il y a plusieurs années, il a perdu des frères et sœurs dans une épidémie de tuberculose. Le 29 janvier, soit 9 jours après le début de l'épidémie, le sérum atteint Ruby, un ancien village de mineurs sur le Yukon. C'est là que vit Bill McCarthy, le 9e musher. On a appris par la station de télégraphe de Ruby qu'on recherchait des mushers pour cette course au sérum jusqu'à Nome. À l'époque, mon père était maître chien. Le propriétaire des chiens m'a dit « Tu veux faire une petite balade de 45 km ?» Et j'ai dit d'accord. La nuit tombait. Je n'avais encore jamais emprunté cette piste et j'ai emporté une lampe de poche. J'ai couru pour ne pas avoir froid. Je n'ai pas nourri les chiens cette nuit-là. Ils n'auraient pas aussi bien couru avec l'estomac rempli. À un moment, la tempête de neige lui a ôté toute visibilité. Il a eu peur. La neige le frappait au visage et il ne voyait plus rien. Il n'avait plus qu'à faire confiance à son chien de tête qui s'appelait Prince. Il faut faire confiance aux chiens. Il suffit qu'ils suivent une piste une fois pour être capables de s'en souvenir, même 5 ans plus tard. Ils referont exactement le même parcours sans perdre la piste. Ils n'oublient jamais. Près de 50 km plus loin, le musher suivant attend. Mon père, Edgar Nollner, était jeune quand on lui a demandé de participer à la course au sérum. C'était un trappeur, un chasseur, un pêcheur. L'hiver, il apportait du bois sur la berge pour un bateau à vapeur, le Niana. Il parcourait toute la route depuis Whiskey Creek, à 40 km d'ici. Il a raconté que pendant la course, il voyait l'haleine blanche de ses chiens remonter jusqu'à l'arrière du traîneau. J'avais 7 chiens, on aurait dit des loups. 5 gris et 2 noirs. Je ne les voyais même pas. Je ne voyais que leur haleine.
À Galina, Edgar Nollner passe le traîneau à son frère, George. Edgar a dit au chien de tête de s'arrêter. George a pris sa place sur le traîneau et il est allé jusqu'à Bishop Mountain. George Nollner et ses chiens suivent le fleuve dans l'étendue glaciale. La nuit est claire et ils avancent vite. Une aurore boréale illumine le ciel. George a également une autre motivation, plus personnelle. Sa petite amie l'attend au village voisin. George a un grand sourire aux lèvres et il fredonne une chanson d'amour. C'est un moment de répit dans ces heures noires, en tout cas pour lui. À Bishop Mountain, le 12e musher est prêt à prendre le relais. Charlie Evans a 22 ans. Son grand-père était l'un des derniers grands chefs athabascans. Sa meute est dirigée par un chien-loup. J'ai pris mes chiens et je suis allé à Bishop Mountain. Il y avait un petit refuge. J'ai fait un feu et j'ai attendu. À 4 heures du matin, l'autre équipage est arrivé. Une lettre accompagnait le paquet. Elle disait de réchauffer le sérum à chaque arrêt. C'était un petit paquet d'environ 9 kilos. Je l'ai réchauffé au-dessus du feu, puis je l'ai chargé et j'ai descendu la rivière. En réchauffant régulièrement l'antitoxine, on évite qu'elle gèle et perde son efficacité. Evans n'a qu'une cinquantaine de kilomètres à parcourir, mais la température chute. Il fait 53 degrés en dessous de zéro. Les parties non couvertes de son corps se couvrent de gerçures et l'air glacé lui fait mal aux poumons. Les branches d'arbres claquent sous le froid comme des coups de feu. En général, on ne fait pas courir les chiens par un tel froid, alors il ne les a pas poussés. Il les a laissés aller à leur propre rythme, pour qu'ils ne se blessent pas. « 16 kilomètres plus loin, la Koyukuk se jette dans le Yukon. Les eaux sont traîtresses à cet endroit. Parfois, les deux cours d'eau sont si puissants que l'eau transperce la couche de glace. Elle risque alors de se rompre à tout moment. On avance et tout d'un coup, on sent la glace qui cède sous le poids de l'équipage. Une fois mouillé, on se refroidit très vite. On ne peut plus s'occuper de soi-même ni des chiens. Et si on tombe dans l'eau, on disparaît tout de suite sous la couche de glace et c'est fini. Charlie Evans contourne les trous d'eau et s'aventure prudemment sur la glace. Mais au bout de quelques kilomètres, ces deux chiens de tête se mettent à boiter. Leur ventre glabre a gelé. Les deux bêtes s'effondrent.
Charlie Evans s'attelle alors lui-même à la tête de l'équipage pour aider ses chiens à avancer. Il progresse très difficilement. À Nome, la population est plongée dans l'inquiétude. De nombreux parents craignent pour la vie de leurs enfants. On m'a emmené à l'hôpital. J'avais une forte fièvre et on m'a donné 6000 doses d'antitoxine. Ensuite, un de mes frères est tombé malade. Puis Johnny, mon autre frère. Ma mère était très malade. Le docteur a voulu lui donner le reste de sérum, mais elle a refusé. Elle voulait qu'il le donne à Johnny, ce qu'il a fait. Elle-même a dû attendre l'arrivée du nouveau sérum. « 30 janvier. La course au sérum a commencé depuis 3 jours. L'antitoxine passe maintenant aux mains de Jack Nicolai, le dernier musher atabascan de la course. Petit, musclé et endurant, il est connu dans tout le bassin du Yukon sous le nom de Jack Screw, Jack le tordu. Il conduit ses chiens à travers les forêts glacées de Nulato Hills. Mais un danger l'attend de l'autre côté. Le col de Kaltag marque la frontière entre les terres boisées et la côte désolée. Depuis des siècles, il est le théâtre d'échauffourées entre les tribus. Il y a eu beaucoup de guerres entre les peuples de la côte et les Athabascans. Il y avait de l'animosité et de la méfiance entre eux. L'endroit est dangereux pour Jack Screw. Il fait presque nuit quand il passe le col de Kaltag. Il distingue enfin une lumière dans l'obscurité. C'est la lanterne du refuge dit de la vieille femme. Jack Screw s'y installe pour attendre le musher suivant. Il l'entend bientôt arriver. Victor Anagik appartient à la tribu Inupiat qui vit sur la côte. Son village l'a envoyé chercher l'antitoxine. On leur racontait sans doute des histoires d'hommes qui partaient chasser dans les montagnes près de la frontière et qui ne revenaient pas parce qu'ils tombaient dans une embuscade. Ils ont dû entendre ça toute leur enfance. La rencontre a dû être un moment difficile. Jack Screw et Victor Anagik réchauffent ensemble le sérum sur le feu. Les deux tribus ont donné la priorité au sérum. Cela montre qu'elles étaient prêtes à s'unir pour accomplir des choses ensemble, pour œuvrer ensemble à leur survie. À quelques 400 km de là, à Nome, il y a désormais 16 cas présumés de diphtérie. Le docteur Welch n'a même plus de sérum périmé à administrer à ses patients. La situation s'aggrave de jour en jour. On n'était pas sûr du tout qu'ils allaient y arriver.
Et ça alimentait l'intérêt des journalistes pour cette histoire. En plus, on craignait que l'épidémie de diphtérie ne se propage à toute la côte de la mer de Bering. Alors que la population de Nome attend l'arrivée du sérum salvateur, l'épidémie défraie la chronique. La presse nationale évoque des milliers de morts possibles dans tout l'Alaska. Cependant, elle exagère beaucoup la gravité de la situation. Il y a une expansion rapide des médias à cette époque. Et la presse à scandale fait son apparition. Cela explique que les journalistes montent l'affaire en épingle et l'assaisonnent à leur sauce. Il n'y a aucune photo d'actualité en provenance de Nome, alors les journalistes en inventent. Les journaux étaient faits à la va-vite. Ceux qui écrivaient les titres ou mettaient les articles en page à New York ou Boston n'avaient qu'une vague notion de la géographie de l'Alaska. Ils se fiaient à leurs sources d'informations sur place en espérant qu'elles soient justes et précises. Dix jours après le début de l'épidémie, le gouverneur de l'Alaska reçoit un télégramme d'une agence de presse située en Californie. Envoyé en urgence, article à sensation. Aimerait info sur les célèbres mushers. Bonne rémunération. Scott Seaborn connaît bien l'univers de la presse. Avant d'entrer en politique, il a été rédacteur en chef du Washington Post et du Seattle Post-Intelligencer. Le télégramme l'invite à imaginer ce qui va se passer. Il a les compétences nécessaires pour inventer une histoire. Et le destin le place en position de le faire. Le gouverneur rédige rapidement un article de 4 pages. Les équipes courent, infatigables, à travers la glace et la toundra gelée. Elles se surpassent pour secourir les enfants mourants. Chaque instant gagné peut représenter une vie sauvée. Bonn est tenu informé de l'avancement des mushers par télégramme. Il n'a pas de nouvelles de Leonard Seppala, qui a quitté Nome il y a 2 jours. Qu'à cela ne tienne, Bonn en invente. Dans une course pour la vie, Leonard Seppala, le musher le plus célèbre du Grand Nord, a longé le détroit de Norton et traverse actuellement la toundra pour rejoindre le col de Kaltag. En réalité, le sérum a déjà passé le col de Kaltag et approche de la côte. Les mushers venant de l'ouest devraient bientôt tomber sur Leonard Seppala. Mais pour l'instant, personne ne l'a vu. Le 31 janvier, Victor Anagik achemine le sérum à travers la toundra, le long des rivières et du Kaltag Portage, l'ancienne route commerciale. Peu avant le lever du jour, il entame la descente en direction de la mer. En un peu plus de 3 jours, le sérum a parcouru la moitié du trajet. Mais sur la côte nue, plus rien n'arrête la tempête. Les mushers vont être le jouet des vents d'hiver qui soufflent impitoyablement.
En fin de matinée, un homme de 28 ans appelé Miles Gonanian arrime le sérum à son traîneau. Derrière Unalaklit, il tente d'échapper au vent côtier en grimpant sur la falaise. Henri Ivanov attend à Shaktoulik. C'est un métis mi-russe, mi-esquimau. Ivanov prend le sérum et fait 400 mètres. Mais à la sortie de Shaktoulik, le premier grain de sable se glisse dans ce rouage qui a parfaitement tourné jusqu'à présent. Au moment où Henri Ivanov quitte Shaktoulik, Léonard Seppala y arrive par le nord. Depuis le matin, il a déjà parcouru 70 km. Léonard Seppala a quitté Nome en croyant qu'il devait faire tout le voyage jusqu'à Nulato et le retour tout seul. Il était en train d'avancer en direction du fleuve Yukon quand quelqu'un l'a appelé, en faisant de grands signes avec les bras. Surprise, surprise, le sérum est là. Il ne s'y attendait pas. Tout son plan est à l'eau. Il vient de parcourir une longue distance et voilà qu'il doit faire demi-tour sur le champ et rentrer. Léonard Seppala et ses chiens voyagent depuis 3 jours déjà à travers le froid et la neige. Il n'a pas le temps de faire une pause avant de repartir pour Nome. Mais c'est dur. Le chemin le plus court consiste à couper à travers le détroit de Norton, qui est entièrement gelé. Mais le vent a forci, et Seppala hésite à conduire son équipage sur ces 35 km de glace instable. Les ordres sont de privilégier la sécurité sur la rapidité. Le sort de tout Nome en dépend. Alors, quelle route Seppala doit-il choisir ? Le soleil se couche. Il commence à faire nuit. L'air se rafraîchit, le vent forcit. Seppala regarde la glace et donne le signal du départ à Togo. Le chien pose la patte sur le détroit de Norton et la traversée commence. Il a pris un risque calculé en coupant à travers le détroit de Norton. Mais je vous assure que ce n'était pas un endroit où il faisait bon traîner en hiver. Parfois, des morceaux de glace se détachaient sous l'action du vent et ils dérivaient vers le large. Si on coupait trop loin de la côte, on pouvait très bien rester en rade sur un bout de glace. Ça arrivait souvent. Des Esquimaux qui étaient partis pêcher avec leurs chiens étaient restés coincés un mois entier. Léonard Seppala tend l'oreille pour percevoir les éventuels craquements de la glace. Mais le vent est assourdissant. Moi, j'aurais contourné le détroit pour être sûr d'apporter le sérum à bon port. Mon père leur avait donné l'ordre d'éviter le détroit de Norton et de passer par les terres parce que c'était trop risqué. Mais il a désobéi. Léonard Seppala se fie à l'instinct de Togo, son chien de tête. Togo avait 12 ans. C'est vieux pour un chien de course. Mais il avait partagé beaucoup de choses avec Léonard Seppala. Ils étaient très attachés l'un à l'autre. Dans sa vie, un musher peut espérer rencontrer au mieux un chien de tête exceptionnel. Togo était le meilleur chien de Léonard Seppala.
je me souviens de Togo. Une chose m'avait impressionné. Il n'était pas attaché avec le reste de l'équipage. Il suffisait que Léonard Seppala fasse sonner une cloche. Togo savait parfaitement discipliner les autres chiens. Il aboyait très fort. Le vent leur souffle au visage et fait tourbillonner la neige. Seppala veut quitter la glace le plus vite possible. Il rejoint Isaacs Point et met les chiens à l'abri dans un chenil d'esquimaux pour la nuit. Le lendemain matin, toute l'étendue de glace qu'ils ont traversée a disparu. Elle a été emportée vers le large. Malgré la tempête qui se lève, Léonard Seppala reprend la route. Il fait courir ses chiens 13 heures d'affilée. Il passe la mission Elim, Walla Walla et le cap Darby et parcourt encore 30 km jusqu'à Golovin. Seppala avait l'intention de continuer jusqu'à Nome, mais un musher vient à sa rencontre et prend le relais. Seppala a parcouru plus de 320 km au total. Quand il a atteint Golovin, lui et ses chiens étaient exténués. Ça n'est pas étonnant. Charlie Olsen récupère le sérum. Il parcourt une petite distance et atteint le soir même le refuge de Bluff, où l'attend Gunnar Kassen. Comme Seppala, Kassen est originaire de Norvège et travaille pour la société minière de Nome. Gunnar était modeste, il était réservé et parlait peu. Ils ont décidé d'envoyer quelqu'un d'autre pour faire le trajet de Golovin à Nome. Et ils ont demandé à Kassen. Comme il n'avait pas de chien, il a demandé à la femme de Seppala s'il pouvait emprunter ceux de son mari. Et pour une raison ou une autre, il a choisi Balto. Léonard Seppala considère Balto comme un chien de transport, pas un chien de course. Balto est loin d'avoir l'expérience et la rapidité de Togo, le chien de tête que Seppala a choisi pour parcourir l'étape la plus difficile de la course au sérum. Balto était plus grand que Togo. Il avait une fourrure plus épaisse, plus noire que blanche. Balto n'était pas aussi intelligent que Togo. Ce n'était pas un chien de tête, mais il était fiable. Le 1er février, à 22 h, Kassen et ses chiens se mettent en route. La tempête de neige fait rage. C'est la première fois que Kassen est confronté à un tel vent. La tempête était si forte qu'il ne voyait même pas les deux chiens de traîne, juste devant le traîneau. Il ne pouvait pas crier d'ordre à Balto pour lui indiquer la direction. Balto a filé tout droit, le museau sur la piste. Elle n'était pas facile à suivre dans l'obscurité, avec les congères qui montaient jusqu'à la poitrine. La tempête rugit. Kassen n'a pas le choix. Il suit aveuglément son chien de tête. Soudain, au bout de 35 km, à la hauteur des Bonanza Flats, un incident se produit. Le terrain est très difficile. Le vent souffle. La visibilité est mauvaise. Et le traîneau se renverse. Il le relève. Mais où est passé le sérum?
La tempête se déchaîne aussi sur Nome. Le docteur Welch compte maintenant 23 cas de diphtérie. Si le sérum n'arrive pas rapidement, ce sera la catastrophe. Lui-même est au bord de l'épuisement. On le presse régulièrement de donner des nouvelles par télégramme, en plus de soigner ses malades. Il s'en plaint aux autorités sanitaires. « Je suis un médecin, pas une agence de presse. » La tempête ne montre aucun signe d'apaisement. Welch envoie un télégramme aux stations situées le long de la route postale pour demander aux mushers d'attendre que le vent retombe. Puis il s'effondre de fatigue dans son lit. Dehors, dans la tempête, Casson est comme un fou. C'est le blizzard. Il fait nuit. Il retire ses gants pour tâter le sol à main nue. Soudain, il sent quelque chose. C'est le paquet. Il le prend et le fixe de nouveau au traîneau. Peu après 2 heures du matin, Casson approche de Point Safety, où il doit passer le relais à Hedron. Ron habite Nome. Comme Leonard Seppala, c'est un champion de course en traîneau. Sur les courtes distances, son équipage est l'un des meilleurs de tout l'Alaska. C'est un bon choix pour l'ultime étape. Le 2 février, avant le lever du jour, un musher avec son équipage apparaît sur la berge. Il arrive peu après dans Nome et frappe à la porte du docteur Welch. Welch est surpris quand il ouvre la porte et découvre un musher avec l'antitoxine. Ils ont réussi à traverser la tempête sans dommage. Mais ce qui surprend le plus le docteur, c'est l'identité du musher. Toute la ville attendait Hedron. Et voilà que Gunnar Casson se tient devant lui. Et qu'a fait Gunnar Casson? Au lieu de s'arrêter à Safety Point pour laisser Hedron parcourir la dernière étape, il a continué son chemin. On raconte que les lumières étaient éteintes au refuge. Il s'est dit, pourquoi perdre du temps à attendre que l'autre musher se lève, s'habille et attelle ses chiens, alors que je suis si près du but? J'imagine que Gunnar Casson s'est dit « Le seul type qu'on va vraiment remercier, c'est celui qui remettra le sérum au docteur. » Il a dit que Ron dormait, mais c'était peut-être pas vrai. Hedron avait ses chiens avec lui. Tout le monde sait qu'on ne peut pas s'approcher d'une meute de chiens sans se faire remarquer. Pour moi, il avait de bonnes intentions. Il a voulu faire de son mieux. Je ne pense pas qu'il l'ait fait pour les honneurs. Gunnar Casson est acclamé. En apportant l'antitoxine à Nome, il devient aussitôt un héros. La station de télégraphe croule sous les demandes de renseignements sur lui et ses chiens. À l'arrivée à Nome, l'équipage de Casson comportait 2 chiens de tête. Pour la dernière étape, Balto a été attelé avec Fox, qui signifie renard en anglais. Un journaliste a eu peur que les lecteurs se méprennent et croient qu'un renard dirigeait la meute de chiens.
Il a demandé alors le nom de l'autre chien de tête. Gunnar a répondu Balto, et le journaliste n'a retenu que celui-là pour son article. Voilà comment Balto va devenir un héros acclamé à travers tous les États-Unis. Les autres mushers et leurs chiens sont relégués au second plan, y compris Léonard Seppala et son chien Togo. La presse locale se rue sur Front Street pour faire des photos. Des gens ont même filmé l'arrivée, mais c'était une mise en scène. On les a fait rentrer de nouveau dans Front Street. Ces images vont faire le tour du pays. Casson et Balto deviennent les vedettes de la course au sérum, qui tient les États-Unis en haleine depuis des jours. La presse célèbre leur courage, mais Nome est toujours en danger. La première livraison de sérum représente seulement un quart de ce qu'a demandé le médecin. Bond doit organiser le transport d'autres doses de sérum depuis Seattle jusqu'à Anchorage, puis de là en train jusqu'à Nenana. Ensuite, des traîneaux à chiens devront prendre le relais jusqu'à Nome. Pour Thompson, c'est une deuxième chance de participer au secours. À Nome, l'optimisme d'hier cède aujourd'hui la place au pessimisme. L'avion est la seule solution. Thompson essaie d'avancer ses pions. Il trouve des donateurs à Fairbanks pour financer le carburant et fait jouer ses contacts à Washington pour faire pression sur les autorités locales. Son opiniâtreté finit par payer. Les autorités fédérales imposent l'avion au gouverneur de l'Alaska. 500 000 doses de sérum seront transportées par traîneau à chiens et 500 000 autres par avion. Thompson va pouvoir porter assistance à Nome. Le 8 février, un deuxième relais de traîneau à chiens part donc de Nenana avec la moitié du sérum. Certains mushers de la première course sont de nouveau de la partie. À Fairbanks, l'autre moitié du sérum est empaquetée et prête à décoller. Thompson et ses mécaniciens préparent l'appareil. Ils ont vraiment fait leur maximum. Mais les difficultés se sont accumulées. Ils avaient le visage gelé. Ils ont travaillé sans relâche, mais ils ont rencontré beaucoup de problèmes. Quand l'appareil est enfin prêt à décoller, les chiens ont déjà 2 jours d'avance. Ils mettent les magnétos d'allumage en marche et un type va tourner la grande hélice. Elle fait la moitié d'un tour et il y a un raté d'allumage qui envoie le type à 3 mètres de haut. C'est la catastrophe. Il n'y arrive pas. Il n'y a rien à faire. Les traîneaux à chiens font un minimum de 16 km à l'heure. Le sérum est attendu à Nome dans quelques jours. Thompson écrit un éditorial plein d'humilité. Tout le monde aime prendre le parti des vainqueurs et se moquer des perdants. Mais peu nous importe que vous riez de nous ou avec nous, du moment que vous riez.
Notre seule consolation, l'avion décollera en son heure. En attendant, nous tirons notre chapeau aux chiens. Ed Rohn s'est fait doubler par Gunnar Kaasen lors de la première course. Cette fois, c'est bien lui qui parcourt la dernière étape. Il arrive à Nome au soir du 15 février. Le sérum est utilisé sur le champ. Je ne sais plus si j'ai été piqué à la fesse ou au bras. Mais ensuite, l'infirmière m'a donné un bâton de réglisse. C'était ma toute première sucrerie. 6 jours plus tard, le docteur Welch lève enfin la quarantaine. Près d'un mois s'est écoulé depuis le premier cas de diphtérie diagnostiqué. Le 4 juin 1925, le SS Victoria entre dans le port de Nome. C'est le premier bateau depuis des mois. La ville peut alors tourner une page sur cet hiver fatal et regarder de nouveau vers l'avenir. L'arrivée du premier bateau après le dégel de la mer de Bering était un événement. Il apportait des lettres de la famille, ainsi que des fruits et des légumes frais. On n'en avait pas eu de tout l'hiver. En retour, Nome envoie enfin des photos et un rapport détaillé sur la fameuse course au sérum. Tous les journaux du pays louent de nouveau le courage de Gunnar Kaasen et de son chien Balto. Ces images montrent Gunnar Kaasen livrant le sérum au docteur. Elles sont diffusées dans tous les États-Unis. Le musher et son chien sont devenus des héros nationaux. Hollywood reprend leur histoire. On leur demande de rejouer la dernière étape du parcours. Le film s'intitule « La course de Balto jusqu'à Nome » et il fait le tour du pays. À la fin des projections, Gunnar Kaasen apparaît en anorak avec son chien. Ils participaient à des pique-niques et à des parades. C'étaient des héros. On n'en avait plus eu depuis la Première Guerre mondiale. Le battage médiatique autour de Kaasen et Balto occulte tous les autres héros de la course au sérum. L'exploit surhumain de Leonard Seppala en particulier, qui a parcouru la plus longue étape de la course, et l'intelligence de Togo, son chien de tête, méritent des applaudissements qu'ils ne recevront jamais. En décembre 1925, une statue de Balto est inaugurée à Central Park à New York, en présence de Kaasen et de son chien. Leonard Seppala enrage de voir Balto piquer ainsi la vedette à Togo. Balto, le héros de la course au sérum, était en fait un tocard. C'était pour ça que Leonard Seppala ne l'avait pas pris avec lui. Leonard Seppala est resté amer jusqu'à la fin de sa vie. Togo n'a pas eu sa statue et n'est pas devenu le héros d'un film. La course au sérum était sa dernière grande course et un chien de seconde zone l'a éclipsé. Ça a beaucoup attristé Leonard Seppala.
Allez, Togo, allez. C'est lui qui a fait tout le travail. Mais comme souvent, le principal artisan est resté dans l'ombre. La course au sérum va rester dans l'histoire des États-Unis. La course au sérum est devenue un symbole. Ça a marqué un tournant aux États-Unis. Après l'épidémie de diphtérie qui a tué plusieurs enfants à Nome, les États-Unis généralisent le vaccin. Très vite, la maladie est rayée de la liste des infections mortelles. D'après le rapport officiel du Dr Welch, l'épidémie de 1925 n'a fait que 5 morts, 5 enfants blancs. Mais si l'on tient compte des décès chez les Esquimaux, le chiffre est bien plus élevé. D'autres épidémies vont frapper les peuples autochtones d'Alaska, mais les médias n'en parleront pas. Quelques années après la course au sérum, le village esquimau de Sinuk, à 80 km de Nome, sera quasiment rayé de la carte par la maladie dans l'indifférence générale. Quant aux mushers esquimaux qui ont participé à la course au sérum, ils sombrent dans l'oubli. On ne connaît même pas tous les noms. Mon père nous racontait des histoires sur la course au sérum quand on allait se coucher. Mais plus tard, quand j'ai voulu lire des choses sur le sujet, le nom de John Kotungan n'était même pas mentionné. Les listes ne contiennent que 20 noms, mais d'après des témoignages oraux et divers documents, 35 personnes au total, dont une femme, ont participé aux 2 courses de relais. Bill McCarthy, un musher esquimau, a expliqué un jour ses motivations. Ce furent sans doute les mêmes pour les autres. Je suis monté sur scène un jour à Anchorage. Les gens n'ont fait qu'applaudir pendant une demi-heure. J'essayais de parler, mais il y avait trop de bruit. Une seule femme est venue me remercier personnellement. Elle habitait Nome cet hiver-là. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. J'étais juste heureux de pouvoir sauver quelques vies. Certains mushers finiront leur vie dans des circonstances tragiques, dans les étendues sauvages de l'Alaska. Bill Shannon est déchiqueté par un ours. Henri Ivanov se noie en mer de Bering durant une tempête. Jack Screw se tue en hiver avec un couteau de cuisine. De retour de chasse, George Nollner disparaît dans le fleuve Yukon avec tout son équipage. La glace a cédé sous son poids. Un an après l'épidémie, le Dr Welch prend un congé. Il finira par quitter l'Alaska. Quant aux chiens tentaclamés, ils connaissent un triste sort.
Dès 1926, Balto et 6 de ses compagnons sont vendus à un musée des curiosités de Los Angeles. Quelques mois plus tôt, les médias les encensaient. Ils étaient exposés dans une petite pièce chaude à Los Angeles. Ils étaient attachés la plupart du temps. Quelques visiteurs venaient les voir. Ils ont maigri, leur fourrure a perdu son éclat. Ils étaient négligés. Ils étaient à 2 doigts de crever. Mais leur réputation va les sauver. En 1927, un représentant de commerce originaire de Cleveland découvre ces chiens et prend pitié d'eux. Avec l'aide des enfants et des notables de sa ville, il rassemble $2200 pour les sauver. Ils ont emmené les chiens au zoo de Cleveland, où ils sont restés jusqu'à la fin de leur vie. À sa mort, Balto a été empaillé. Il est aujourd'hui encore au musée d'histoire naturelle de Cleveland. Régulièrement, on le sort, on les poussette et on l'expose. La réaction des médias et du grand public à la course au sérum traduit la vision qu'a l'Amérique d'elle-même. Quand on prend l'événement pour ce qu'il est et qu'on lit les articles de presse, même si beaucoup de détails tiennent de l'affabulation, on découvre un peu l'esprit américain de l'époque. Cela renforce l'idée que les Américains se font d'eux-mêmes. C'est une nation capable de rassembler ses forces pour se sortir des pires difficultés. Nome et ses environs ont peu changé. Aujourd'hui encore, aucune route ne relie la ville au reste du monde. Avec le temps, les statues commémoratives ont perdu leur couleur et le souvenir de la course au sérum s'est émoussé. On aimerait croire que l'histoire est une réalité extérieure à nous. Mais non. C'est une construction de l'esprit, fabriquée à partir de souvenirs parcellaires, imparfaits et faillibles. Elle dépend beaucoup des informations qui ont été consignées ou non, et de la mémoire plus ou moins fiable des témoins de l'événement.